La porte de la salle d'audience du département du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, était plus lourde qu'aucune porte n'avait le droit de l'être. Je l'ai poussée avec mon épaule et je suis entré, vêtu du seul costume gris qui me restait et qui n'était pas froissé. Une mallette noire dans ma main gauche, mon pouls martelant dans ma gorge. Je m'appelle Chloé Bernard. Le côté des demandeurs était plein. Maman et papa étaient assis en plein centre, les bras croisés comme s'ils possédaient déjà ma vie. Ma sœur était assise à côté d'eux avec son mari, les lèvres retroussées dans ce demi-sourire narquois familier. Mon frère de 19 ans fixait ses chaussures comme si le sol pouvait l'avaler tout entier. Leur avocat n'arrêtait pas de tapoter la table avec son stylo chic, souriant comme si l'audience n'était qu'une simple formalité avant qu'ils ne prennent tout. Ma sœur s'est penchée en avant et a dit, assez fort pour que toute la salle entende, « Tu ne peux même pas vivre seul. Comment es-tu censé gérer de l'argent ?» Maman a eu ce petit rire apitoyé qu'elle a perfectionné au fil des ans. Papa a secoué la tête lentement, de la manière dont on le fait quand on pense que quelqu'un est trop abîmé pour remarquer le couteau. L'huissier audiencier a appelé, « Levez-vous ». La juge, une femme plus âgée aux cheveux argentés tirés en un chignon serré, a pris place. Des yeux vifs ont ouvert le dossier. L'avocat de la défenderesse, Chloé Bernard ? Je me suis levé. Madame la juge, ai-je dit, la voix ferme. Je suis Chloé Bernard, et je me représente moi-même. On aurait pu entendre une mouche voler. Le stylo de l'avocat est tombé par terre. Le demi-sourire de ma sœur a disparu instantanément. La bouche de maman s'est littéralement décrochée. Papa est devenu violet. Seul mon petit frère a finalement levé les yeux, rouge et écarquillé. Il pensait que me traîner au tribunal pour une fiducie de 3,4 millions d'euros allait être facile. Il n'avait aucune idée. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire. D'où venez-vous? Quelle heure est-il chez vous? Et avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Mettez un « j'aime » si vous êtes déjà en colère pour moi et abonnez-vous tout de suite, parce que cette histoire est sur le point de devenir absolument explosive, et vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans cette salle d'audience complètement seul, il faut remonter loin en arrière, quand j'étais une enfant de 8 ans vivant à la périphérie de Clermont-Ferrand. Les médecins m'ont collé l'étiquette « autisme de haut niveau » en 2001 après que maman a remarqué que je ne parlais jamais aux autres enfants lors des fêtes d'anniversaire et que je préférais aligner les majorettes de mon frère par couleur et par taille de roue plutôt que de vraiment jouer avec. Je savais lire un bilan comptable avant de savoir faire du vélo, mais le contact visuel me donnait l'impression de regarder le soleil en face. Au lieu de régler le problème, mes parents m'ont envoyé à 65 km de là, dans une école d'éducation spécialisée à Riom, pendant que Camille restait en ville, devenait la star de l'équipe de basket-ball du lycée et avait sa photo dans la montagne une semaine sur deux. À la maison, les conversations pendant le dîner tournaient autour de son dernier match ou de son bulletin de notes parfait. J'étais assise en silence, à compter les fissures dans les dalles du plafond pour ne pas avoir à voir la déception dans leurs yeux. La seule personne qui ne m'a jamais regardé comme si j'étais cassé était mon grand-père, Eugène Dubois. Tous les vendredis après l'école, il arrivait dans son Peugeot pick-up poussiéreux, klaxonnait 2 fois, et je sortais en courant avec mon sac à dos déjà prêt. Nous parcourions les 50 km jusqu'à son domaine de 560 hectares près d'Issoire, les fenêtres baissées, la station de radio country à fond. Il m'a appris à lire les baux de pâturage, à repérer quand le locataire le fraudait sur le nombre de têtes de bétail, à tenir une trace écrite si rigoureuse que personne ne pourrait jamais vous tromper. Chloé, disait-il en me tendant un grand livre comptable neuf. Le monde passera sa vie entière à essayer de te convaincre que tu ne peux pas. Ne les crois jamais. Il me faisait paraffer chaque page que nous remplissions ensemble. Quand j'ai eu 12 ans, il m'a assise à la table de la cuisine, m'a versé ma première tasse de café noir et a fait glisser une épaisse liasse de papier sur le bois de pin. C'était une fiducie irrévocable. Il avait souscrit une assurance vie de 1,9 million d'euros sur sa propre tête et y avait intégré les 560 hectares. J'étais l'unique bénéficiaire à sa mort. Pas de cofiduciaire, pas de comité de surveillance, pas de vote familial. Juste moi. Il a tapoté la page avec un doigt taché de nicotine. C'est à toi, ma petite. Personne d'autre que toi ne peut y toucher. Il est mort 9 ans plus tard, un mardi après-midi de septembre, assis dans son fauteuil, à regarder les prix du bétail sur la petite télévision de la cuisine. Une crise cardiaque massive. Parti avant que l'ambulance n'atteigne le portail. La lecture du testament a eu lieu dans un cabinet d'avocats du centre-ville d'Issoire.
L'avocat a d'abord lu les legs simples. Camille a eu le chalet de vacances à Superbès. Maman et papa ont eu les comptes de retraite, d'une valeur d'environ 390 000 euros. Puis il a tourné la page et a dit, et à ma petite fille, Chloé Marie Bernard, je lègue l'intégralité de la fiducie irrévocable Gênes Dubois, actuellement évaluée à 3 400 000 euros, composée d'une police d'assurance vie entière et de 560 hectares de terres de domaine titrés actuellement sous bail à long terme. Je me souviens du bourdonnement trop fort du climatiseur. Je me souviens de la main de maman se resserrant sur celle de papa jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Je me souviens de la tête de Camille se tournant vers moi si vite que ses boucles d'oreilles ont valsé. Je me souviens du regard qui a traversé le visage de maman, le choc, puis quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Papa s'est raclé la gorge comme s'il allait objecter, mais l'avocat a continué à lire la clause in terrorem sur laquelle grand-père avait insisté, tout bénéficiaire qui contesterait la part d'un autre bénéficiaire perdrait tout. La poigne de maman s'est desserrée. Elle a forcé un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. C'est à ce moment précis que la température dans la pièce a changé. Je l'ai senti sur ma peau, comme si je passais de l'ombre au soleil soudain de l'Auvergne. Ils ne m'ont pas serré dans leurs bras en sortant. Personne n'a dit félicitations. Sur le parking, Camille a marmonné, je suppose que grand-père avait pitié d'elle, assez fort pour que la réceptionniste l'entende. Maman l'a fait taire, mais le mal était fait. Je suis rentré seul dans ma Peugeot 308 cabossée, les fenêtres fermées pour une fois, la radio éteinte, essayant de digérer le fait que la seule personne qui m'avait jamais vraiment vu venait de me donner le genre d'argent que la plupart des gens à Clermont-Ferrand ne touchent jamais de leur vie. Et que le reste de ma famille avait déjà commencé à chercher comment me le prendre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications du groupe de discussion familiale auquel on m'ajoutait rarement. Le message de maman est apparu en premier, ce soir à 19h chez Camille. Nous devons tous parler. Je me suis garé dans leur allée, dans le nouveau lotissement au sud de Clermont-Ferrand, celui avec les garages pour 3 voitures et les fausses façades en pierre. Leur lumière de Noël était encore allumée alors que la Toussaint venait à peine de passer. Camille a ouvert la porte en pantalon de yoga et polais règle, m'a fait une brève étreinte qui ressemblait plus à une fouille, et m'a dirigé vers le salon. Maître Roger Martin était déjà installé sur le canapé en cuir, mocassins brillants croisés, un épais dossier ouvert sur la table basse comme s'il était chez lui. Papa était assis dans le fauteuil, sirotant une 1664. Maman planait près de l'îlot de cuisine, versant du vin rouge dans des verres sans pied pour tout le monde, sauf pour moi. Lucas était affalé sur le pouf, faisant défiler TikTok, écouteurs aux oreilles, prétendant qu'il n'était pas là. Camille m'a tendu une bouteille d'eau, capsule encore scellée, et a fait glisser le document de 22 pages sur le marbre. Accord de protection familiale, a-t-elle annoncé, comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Je l'ai ouvert. Page après page de jargon juridique, mais l'essentiel était simple. Je devais transférer immédiatement la totalité de la fiducie irrévocable sur un nouveau compte joint. Maman, papa et Camille serviraient de cofiduciaires avec des droits de vote unanimes. Je recevrais une allocation mensuelle de 2 300 € pour mes frais de subsistance. La justification était imprimée en gras à la page 5, attendu que Chloé Marie Bernard a été diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme, et que la famille a des inquiétudes concernant sa capacité de gestion financière indépendante. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Camille a croisé les bras. Signe, Chloé. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Maman s'est approchée, la voix sirupeuse. Ma chérie, nous essayons seulement de te protéger. Tu sais que beaucoup d'argent peut être écrasant. J'ai regardé papa. Il ne voulait pas croiser mon regard, il a juste pris une autre gorgée de sa canette argentée. Maître Roger Martin s'est penché en avant, sa montre en or brillant sous les lumières encastrées. Si vous choisissez de ne pas signer ce soir, nous déposerons une demande de tutelle auprès du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans les 72 heures. Une fois la requête acceptée, vous n'aurez plus d'autorité sur ne serait-ce qu'un compte courant. C'est à vous de décider. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur 1000. J'ai fixé la page de signature. 3 lignes vierges attendaient, Patricia Bernard, Stéphane Bernard, Camille Dubois. Ma ligne se trouvait en dessous, déjà surlignée en jaune. Lucas a finalement retiré un écouteur. On peut juste manger, a-t-il marmonné. Camille lui a lancé un regard assez aiguisé pour couper du verre. J'ai fermé le dossier. Je ne signe rien. Le faux sourire de maman s'est fissuré.
Chloé, sois raisonnable. Non, les yeux coupés, la voix calme mais assez forte pour résonner contre le plafond voûté. Grand-père a rendu la fiducie irrévocable pour une raison. Il voulait que j'aie le contrôle, pas vous. Papa a finalement parlé, d'une voix basse et rauque. Il ne comprenait pas à quel point c'est grave avec toi. Les mots ont atterri comme une gifle. Je me suis levé, le dossier toujours à la main. Maître Roger Martin a haussé les épaules. Le temps presse. 72 heures. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi. En sortant sur le porche, la nuit froide d'Auvergne m'a frappé le visage. Derrière moi, j'ai entendu Camille siffler, laisse-la partir. Elle reviendra en rampant quand elle réalisera qu'elle ne peut pas faire ça toute seule. Je suis monté dans ma Peugeot, j'ai posé l'accord non signé sur le siège passager, et j'ai parcouru les 20 km jusqu'à la maison, le chauffage à fond et les mains tremblantes sur le volant. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine sous une seule ampoule et j'ai relu chaque page. Le document n'était pas seulement autoritaire, il était rédigé de manière à faire paraître un refus irrationnel. Ils avaient joint les résumés de mon projet personnalisé de scolarisation d'enfance, une lettre du psychologue de l'école spécialisée datant de 15 ans, et même une capture d'écran de moi à 14 ans portant un casque anti-bruit à la fête de remise des diplômes de Camille, avec la légende, preuve de déficits sociaux persistants. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone, les ai téléchargées sur un Google Drive privé, et je suis allé me coucher avec les lumières allumées. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et une série de textos de maman qui commençaient par « Nous pouvons encore arranger ça » et se terminaient par « Tu brises le cœur de ton père ». Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les lois françaises concernant la tutelle. J'ai imprimé les formulaires qu'ils devraient déposer, surligné les sections sur les « preuves claires et convaincantes d'incapacité » et mis en favori chaque cas où un adulte autiste avait réussi à en contrer une. Parce que je savais déjà qu'il ne bluffait pas. Et moi non plus. Le facteur a frappé à la porte de mon appartement d'une chambre au centre-ville de Clermont-Ferrand juste après midi. J'ai signé pour la grosse enveloppe recommandée du tribunal de grande instance du Puy-de-Dôme, les mains tremblant déjà avant même de l'ouvrir. 38 pages. Requête en nomination d'un tuteur et d'un curateur. Ils avaient sorti l'artillerie lourde. Les allégations étaient imprimées à l'encre noire et froide. Chloé Marie Bernard est frappée d'incapacité en raison d'un trouble sévère du spectre de l'autisme et est incapable de gérer ses affaires financières ou de prendre des décisions éclairées concernant ses biens. Il prétendait que je ne pouvais pas vivre de manière indépendante, que j'avais besoin d'une supervision 24 heures sur 24, et que la fiducie de 3,4 millions d'euros était exposée à un risque imminent de dissipation. En pièces jointes se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus, une évaluation psychiatrique datant de 6 mois plus tôt, signée par un médecin de Lyon dont je ne reconnaissais pas le nom, me déclarant non-verbal dans les situations de stress et incapable de gérer des actifs dépassant 45 000 euros. Il y avait des photos granuleuses de moi à 10 ans, portant un casque de thérapie bleu vif à une foire de village, extraite d'un vieux disque dur. Le pire était la publication Facebook privée que Camille avait faite sur le groupe des mamans de Clermont-Ferrand 2 jours plus tôt. J'essaie de protéger l'héritage de notre défunt grand-père de quelqu'un qui n'en est tout simplement pas capable. Prières appréciées. 423 partages, 800 commentaires, la plupart d'étrangers offrant leur sympathie à ma pauvre famille. Mon téléphone a commencé à exploser. D'anciens camarades de classe, des voisins de mon enfance. Un texto d'un ancien collègue, tout va bien? J'ai vu la publication. Puis, silence radio. 2 jours plus tard, les ressources humaines m'ont convoqué au bureau de Lyon. Le trajet de 230 km ressemblait à un cortège funèbre. L'associé qui m'avait personnellement recruté 3 ans plus tôt ne voulait pas me regarder dans les yeux. Jusqu'à ce que cette affaire de tutelle soit résolue, a-t-il dit en faisant glisser une lettre sur le bureau, nous devons vous placer en congé administratif sans solde. Risque pour la réputation. Vous comprenez. Je comprenais parfaitement. De retour dans mon appartement, je me suis assise par terre, entouré des pages de la requête étalées comme des photos de scènes de crime. Chaque difficulté de l'enfance utilisée comme une arme, chaque note de thérapie déformée. Ils avaient même inclus un relevé bancaire montrant que j'avais eu un découvert de 18 € à l'université, qu'ils avaient qualifié de « schéma d'irresponsabilité fiscale ». Lucas a envoyé un seul texto, « Grande sœur, arrête de compliquer les choses pour tout le monde ». J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Cette nuit-là, je ne pouvais ni manger,
ni dormir. Les murs semblaient plus proches que les 63 mètres carrés qu'ils occupaient réellement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher dans la jurisprudence française jusqu'au lever du soleil. J'ai appris que les tutelles pour adultes autistes étaient rares mais pas impossibles. Les tribunaux exigeaient généralement un examinateur indépendant, des attestations médicales, et la preuve claire que je ne pouvais pas gérer les tâches de base de la vie. J'ai fait une liste, loyer payé à temps depuis 8 ans, titre d'auditrice senior, dossier de conduite parfait, pas de casier judiciaire, pas de problème de toxicomanie. J'ai tout imprimé. J'ai aussi appris autre chose. Une fois qu'une tutelle est accordée, le majeur protégé perd le droit d'engager son propre avocat, de signer des contrats, de voter, de se marier, ou même de décider où vivre. Le tuteur obtient le contrôle total. Ma famille voulait m'enfermer dans une cage légale et jeter la clé. Le lendemain matin, j'ai parcouru les 6 pâtés de maison jusqu'au palais de justice de Clermont-Ferrand et j'ai déposé mon opposition, sans avocat. La greffière a haussé un sourcil mais l'a tamponné. J'ai payé les frais de dépôt avec la carte de crédit qui portait encore mon nom pour l'instant. Puis je suis allé à la bibliothèque municipale et j'ai passé 4 heures à imprimer tous les dossiers financiers que j'avais depuis l'âge de 18 ans. Chaque déclaration de revenus, chaque bail, chaque évaluation de performance. J'ai constitué un classeur intitulé « Preuve de capacité » et je l'ai glissé dans mon coffre-fort. Car s'il voulait jouer sale, j'en avais fini d'être la gamine silencieuse dans son coin. J'ai commencé à tout documenter, capture d'écran de la publication Facebook et des commentaires, copie du rapport psychiatrique falsifié, courriel des ressources humaines. J'ai tout téléchargé sur un disque crypté auquel seul moi pouvais accéder. Et pour la première fois depuis l'arrivée de la requête, j'ai ressenti quelque chose de plus vif que la peur. La colère. Une colère pure, ciblée, glaciale. Ils pensaient pouvoir me réduire à un diagnostic sur papier et me dépouiller de tout ce pourquoi grand-père s'était battu. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. La nuit même où la requête est arrivée, le sommeil n'est jamais venu. J'ai traîné la vieille boîte métallique de grand-père dessous le lit, les doigts tremblants en tournant la combinaison qu'il m'avait apprise à 12 ans. Le couvercle a grincé en s'ouvrant. Des centaines d'enveloppes numérotées remplissaient chaque centimètre, exactement comme il les avait toujours gardées, reçues, beaux, relevés bancaires chaque morceau de papier qu'il avait jamais touché, organisé comme une bibliothèque. J'ai commencé par l'enveloppe numéro 47, celle étiquetée « Original fiducie » de son écriture carrée. C'était là, la fiducie irrévocable complète, signée dans une étude notariale à Issoire. La page 9 portait la clause in terrorem, soulignée au stylo rouge. Tout bénéficiaire qui intente une action en justice ou tente de priver un autre bénéficiaire de sa part perd automatiquement l'intégralité de ses droits, tous les actifs étant immédiatement redirigés vers la fiducie caritative résiduaire contingente pour le soutien à la neurodiversité en Auvergne. Grand-père avait ajouté une note manuscrite en marge, ils essaieront, Chloé. Ceci te protège. J'ai continué à fouiller. L'enveloppe numéro 112 contenait quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Des relevés bancaires d'un compte d'épargne séparé que grand-père détenait au Crédit Agricole. Au cours des 8 derniers mois de sa vie, alors qu'il était alité au CHU de Lyon, trop faible pour tenir un stylo, quelqu'un avait retiré exactement 170 000 € en 12 transactions distinctes. Chaque retrait portait le tampon, autorisé par procuration durable, et des signatures qui étaient censées être les siennes. Elles ne l'étaient pas. Les boucles étaient trop parfaites, la pression trop uniforme. Défaut. Je me suis rassise sur le tapis, les papiers éparpillés autour de moi comme des feuilles mortes. Maman et Camille avaient été les seules à avoir une procuration après son accident vasculaire cérébral. Elles avaient vidé ses économies personnelles pendant qu'il ne pouvait pas se défendre, pour ensuite se retourner et prétendre que c'était moi qui ne savais pas gérer l'argent. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai envoyé un texto à Cécile Rousseau, l'auditrice senior avec qui je partageais une cloison de bureau à Lyon. Elle était devenue mon amie au travail au fil des sessions tardives sur Excel et des pauses café. J'ai besoin d'une énorme faveur. Peux-tu récupérer des relevés demain sans que personne ne s'en aperçoive? Elle a répondu instantanément, je m'en occupe. Retrouve-moi à la porte de côté, 7 heures pile. Le lendemain matin, j'ai conduit les 230 km jusqu'au bureau avant que le parking ne se remplisse. Cécile est sortie furtivement dans son manteau matelassé, m'a tendu une clé USB et a chuchoté, tout ce qui vient du dossier de succession qu'ils nous ont envoyé l'année dernière pour le travail fiscal. J'ai aussi copié les retraits par procuration.
Fais attention. Je l'ai serrée si fort dans mes bras qu'elle a ri nerveusement. De retour à la maison, j'ai envoyé les originaux, ainsi que les fichiers de Cécile, par courrier express à un expert comptable judiciaire de Paris que j'avais trouvé par l'intermédiaire de l'Ordre des experts comptables. Son site web promettait un délai de 48 heures pour les cas de fraude. J'ai payé les frais d'urgence avec ma dernière carte de crédit non utilisée. J'ai fait les 100 pas dans mon petit salon, vérifiant mes courriels toutes les 5 minutes. L'appartement sentait le café rassis et l'encre d'imprimante. Je n'arrêtais pas de rejouer la voix sirupeuse de maman chez Camille, le compte à rebours suffisant de maître Roger Martin, les commentaires sur Facebook me qualifiant de « pauvre chose » et de « tragique ». Chaque notification était comme une brique de plus sur ma poitrine. À 2h13 du matin, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Lucas. Grande sœur, je panique. J'ai quelque chose que tu dois voir. On peut se voir demain? Juste nous deux. J'ai fixé l'écran. Mon petit frère m'avait à peine parlé depuis la lecture du testament. Il avait 19 ans, était en première année à l'université Clermont-Auvergne, et vivait de l'allocation que papa lui donnait encore. Ce qu'il avait devait être important pour qu'il risque la colère de maman si tard. J'ai répondu, le bistrot du marché, 9h. Je serai dans la banquette du coin. Je me suis finalement effondré sur le canapé, toujours en jean, la boîte métallique ouverte à côté de moi comme un chien fidèle. Pour la première fois depuis l'arrivée de la requête, l'espoir a vacillé. Pas chaleureux, pas réconfortant, juste une étincelle froide et vive, suffisante pour me maintenir en vie. Le rapport de l'expert judiciaire est arrivé le lendemain après-midi alors que j'attendais Lucas. Objet, conclusion préliminaire, preuve claire de falsification. La signature du médecin sur l'évaluation psychiatrique avait été extraite d'un ancien formulaire de consentement hospitalier et collé numériquement. L'entête appartenait à une clinique fermée depuis 2018. Les retraits du compte d'épargne de grand-père montraient une pression de stylo identique sur 12 dates différentes impossibles pour un homme sous analgésique puissant. J'ai tout imprimé, perforé et glissé dans un nouveau classeur étiqueté « pièce B ». Lucas est entré dans le restaurant avec 10 minutes de retard, capuche relevée, les yeux fuyants comme s'il s'attendait à voir maman surgir de derrière les bouteilles de sirop. Il s'est glissé dans la banquette et a poussé une clé USB sur le formica. « Avant que tu n'ouvres ça », a-t-il chuchoté, la voix brisée, je ne savais pas qu'ils allaient utiliser mon téléphone. Ils m'ont fait prendre ces vieilles photos de toi avec le casque. Ils ont dit que c'était juste pour les souvenirs de famille. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable sous la table. Des dizaines de captures d'écran. Des chaînes de courriels entre maman, Camille et maître Roger Martin. Des objets comme « Comment rendre l'évaluation officielle » et « Planifier la publication Facebook pour un maximum de sympathie ». Un message de Camille, daté de 3 jours après mon refus de signer « Si la tutelle passe, on partage l'allocation 50/50 après les dépenses. Lucas aura ses frais de scolarité couverts. » Marché conclu. Les yeux de mon frère se sont remplis de larmes. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça, Chloé. Je le jure. Ils ont dit que tu ne remarquerais jamais. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Il a serré fort en retour, comme quand il avait 9 ans et peur du tonnerre. J'ai payé son café intact, lui ai dit de se faire discret et lui ai promis que nous allions arranger ça ensemble. Au moment où je suis rentré à la maison, l'étincelle d'espoir s'était transformée en quelque chose de stable. Je ne me défendais plus seulement. J'étais sur le point de retourner leurs propres armes contre eux. Depuis 3 ans, personne dans ma famille n'avait la moindre idée que je menais 2 vies complètement distinctes. Chaque jour de la semaine, je parcourais les 230 km jusqu'à Lyon, assistais à des réunions d'audit, souriais au bon moment et rentrais chez moi avec l'apparence de la même Chloé silencieuse qu'ils avaient toujours connue. Mais dès que la porte de mon appartement se refermait, je devenais quelqu'un d'autre. Je préparais une cafetière de café noir, verrouillais la porte et ouvrais mon ordinateur portable sur les formations de Francis Lefebvre. 4 soirs par semaine, parfois 5, j'étudiais jusqu'à ce que les chiffres se brouillent, droit au printemps, comptabilité et gestion financière en été, audit en automne, management et contrôle de gestion pendant les vacances de Noël. Pendant que tout le monde publiait des photos de famille sur Instagram, je programmais chaque examen dans des centres de tests délibérément éloignés. Lyon un mois, Saint-Étienne le suivant, 150 km à chaque fois pour que personne ne me voie accidentellement sortir. J'ai réussi les 4 sections du premier coup. Il y a 6 mois,
le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables m'a envoyé par la poste ma licence numéro 12847. Je l'ai encadrée, puis j'ai caché le cadre derrière les manteaux d'hiver dans le placard. Pas de fête, pas de publication sur Facebook, pas d'annonce au dîner du dimanche. La licence était une armure, et je n'étais pas encore prête à la montrer. Le matin après que Lucas m'a remis la clé USB, le rapport final de l'expert comptable judiciaire est arrivé dans ma boîte de réception. 47 pages de détails accablants. La signature du psychiatre sur l'évaluation, autisme sévère, était une contrefaçon numérique à 100%, extraite d'un résumé de sortie d'hôpital de 2017 et collée sur un nouveau papier à en-tête. La clinique indiquée comme le cabinet de l'examinateur était fermée depuis 2019. L'analyse de l'encre sur les retraits falsifiés de grand-père montrait des schémas de pression identiques sur 12 dates différentes, impossible pour un homme dont la main droite tremblait à cause des analgésiques. Le rapport se concluait par ces mots, preuve claire et convaincante de fraude et d'abus financiers envers une personne âgée. J'ai imprimé 2 copies, une pour le tribunal, une pour moi, et j'ai senti mon pouls ralentir enfin pour la première fois depuis des semaines. Le même après-midi, Lucas a envoyé un texto, on peut parler? Même endroit. Je l'ai retrouvé au petit café indépendant à 2 pâtés de maison du campus de l'université Clermont-Auvergne. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Capuche relevée, les mains enroulées autour d'une tasse qu'il ne buvait pas. Il a fait glisser une autre clé USB sur la table. C'est tout ce qui vient de l'ordinateur portable de maman. J'ai cloné le disque dur quand elle était sous la douche hier soir. Je me sens mal de faire ça, mais voilà. Je l'ai prise avec des doigts fermes cette fois. Ça va? Il a secoué la tête. Il n'arrête pas de dire que c'est pour mes frais de scolarité, pour l'hypothèque du domaine familial, mais ce n'est pas ça. C'est de la cupidité. J'en ai marre. Je me suis penché et je l'ai serré dans mes bras, là, entre les chaises dépareillées et l'odeur d'expresso brûlé. Il était plus grand que moi maintenant, mais il s'est quand même blotti dans l'étreinte comme le gamin effrayé qui se cachait derrière mes jambes lors des feux d'artifice. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas complètement seul. De retour dans mon appartement, j'ai branché la nouvelle clé. Des centaines de courriels, des brouillons de la requête en tutelle avec les modifications suivies de Maître Roger Martin, des feuilles de calcul estimant le montant des dépenses de soins mensuels, qu'il pourrait justifier avant que le tribunal ne s'interroge. Un groupe de discussion intitulé « Projet C », où Camille avait écrit 4 mois plus tôt, une fois que la juge verra la fausse évaluation plus la vague de sympathie sur Facebook, elle signera la tutelle en un clin d'œil. Ensuite, nous transférerons les actifs de la fiducie dans la société à responsabilité limitée et personne ne pourra nous toucher. Maman a répondu avec un emoji pouce levé. Je me suis rassise et j'ai laissé la rage se transformer en quelque chose de plus froid, de plus utile. Au cours des 10 jours suivants, j'ai transformé mon salon en salle de guerre. 3 classeurs, codés par couleur, rouge, dossiers médicaux frauduleux et rapports d'expertise judiciaire, bleu, retrait falsifié, relevé bancaire, abus de procuration, et vert, courriel, texto et toute la chaîne de la conspiration provenant des clés de Lucas. J'ai ajouté ma licence d'expert comptable, mes 5 dernières déclarations de revenus, les factures de services publics à mon nom seul, les contrats de location, le titre de propriété de la voiture, tout ce qui prouvait que j'avais parfaitement bien géré ma vie sans supervision. J'ai mis des onglets à chaque page, créé un index et fait des fiches sur les lois françaises relatives à la tutelle pour pouvoir les citer en dormant. J'ai déposé une requête en jugement sommaire que j'ai jointe à mon opposition, citant la clause in terrorem et demandant des sanctions pour dépôt de mauvaise foi. La greffière l'a accepté sans commentaire, mais j'ai vu ses yeux s'écarquiller quand elle a lu la liste des pièces à conviction. Chaque soir, je répétais devant le miroir pas de discours dramatique, juste des faits livrés de manière plate et rapide. J'ai pratiqué jusqu'à ce que ma voix cesse de trembler quand je prononçais le mot « falsification ». J'ai acheté un nouveau costume gris aux Galeries Lafayette à Lyon, le premier que j'achetais en 5 ans. Je l'ai accroché dans le placard à côté du cadre caché de mon diplôme d'expert comptable. Lucas envoyait des nouvelles de l'intérieur de la maison, maman se vantant auprès de ses amis que le jour de l'audience serait une affaire, vite réglée, Camille achetant en ligne un nouveau VUS, une fois que tout sera réglé. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran. Le calendrier sur mon mur avait une date entourée en rouge, l'audience, dans 10 jours. Je n'avais plus peur. J'étais prête. Je me suis réveillé à 4 heures du matin, bien avant le réveil. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pris une douche,
j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval basse et j'ai mis le nouveau costume gris. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste les vêtements et les preuves. J'ai chargé 3 classeurs à code couleur et la vieille boîte métallique sur la banquette arrière de ma Peugeot, puis j'ai traversé les rues vides jusqu'au palais de justice de Clermont-Ferrand. L'aube était encore à 1 heure. Le parking ne contenait que quelques camions d'entretien. Je me suis assise sur le siège du conducteur, moteur éteint, regardant ma respiration embuer le pare-brise, répétant une dernière fois. À 8h25, j'ai passé la sécurité, salué de la tête la même greffière qui avait tamponné mon opposition des semaines plus tôt, et j'ai pris ma place à la table de la défenderesse. La salle s'est remplie lentement. Maman, papa et Camille sont entrés, vêtus de leurs habits du dimanche, les visages tendus. Maître Roger Martin a ajusté sa cravate comme s'il se rendait à une fête de la victoire. Lucas est entré en dernier, s'est assis 3 rangs derrière eux et m'a fait le plus petit des signes de tête. L'huissier nous a demandé de nous lever. La juge Hélène Lagrange est entrée. Cheveux argentés, robe noire, pas de chichi. Elle avait la réputation de trancher dans les drames familiaux plus vite qu'un couteau chaud dans du beurre. Affaire 2025 DV 187, concernant la tutelle de Chloé-Marie Bernard, a-t-elle annoncé. Avocat des demandeurs? Maître Roger Martin s'est levé, tout sourire. Maître Roger Martin, au nom des demandeurs, votre honneur. Et l'avocat de la défenderesse? Je me suis levé. Chloé Bernard, me représentant moi-même, votre honneur. J'ai déposé ma comparution et ma licence d'expert comptable le mois dernier. Une onde de choc a traversé le côté des demandeurs. Maman a chuchoté quelque chose de sec à papa. La juge Lagrange a parcouru le dossier. J'ai examiné la requête, l'opposition et les pièces plutôt volumineuses déposées par mademoiselle Bernard. Nous allons passer directement aux plaidoiries. Mademoiselle Bernard, vous pouvez commencer. J'ai ouvert le classeur rouge en premier. Votre honneur, les demandeurs cherchent à obtenir la tutelle d'une adulte sans déficience cognitive. La pièce A est la fiducie irrévocable originale établie par Eugène Dubois. La page 9 contient la clause in terrorem, surlignée. Tout bénéficiaire qui conteste la part d'un autre perd tout. J'ai fait glisser la fiducie vers l'huissier pour qu'il la remette à la juge. La juge l'a prise, les yeux parcourant le document. Pièce B, ai-je continué en ouvrant le classeur bleu, est un rapport d'expertise comptable judiciaire prouvant que l'évaluation médicale jointe à la requête est entièrement frauduleuse. La signature du psychiatre est un composite numérique. La clinique a fermé il y a 6 ans. Maître Roger Martin s'est levé d'un bond. Objection. Spéculatif. Rejeté, a dit la juge sans lever les yeux. Continuez. Pièce C, relevé bancaire montrant que 170 000 € ont été retirés du compte personnel du défunt sous une fausse procuration alors qu'il était hospitalisé. J'ai placé le dernier classeur vert sur la table. Et pièce D, courriels et journaux de discussion récupérés sur les propres appareils des demandeurs détaillant la fabrication de preuves et l'intention de détourner les actifs de la fiducie vers une société à responsabilité limitée privée. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre la respiration haletante de maman. La juge Lagrange a passé 20 minutes à lire, tournant les pages avec un calme délibéré. Maître Roger Martin a essayé d'interrompre 2 fois de plus. Les 2 fois, elle a levé la main et il s'est assis. Finalement, elle a retiré ses lunettes et a regardé droit vers la table des demandeurs. Maître Martin, vos clients ont-ils une explication pour des dossiers médicaux falsifiés, des signatures falsifiées sur des documents financiers, ou des discussions par courriel sur la fabrication de preuves pour tromper ce tribunal? Martin a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Votre honneur, il semble s'agir d'un malentendu familial. Il n'y a aucun malentendu, a coupé la juge, la voix d'acier. Il y a des preuves claires et convaincantes de fraude envers le tribunal. Elle s'est tournée vers maman, papa et Camille. Madame Bernard, Monsieur Bernard, Madame Dubois, l'un de vous souhaite-t-il expliquer ces documents? Silence de mort. Camille fixait le sol. Le visage de papa était devenu gris. Les lèvres de maman tremblaient, mais aucun son n'en sortait. La juge Lagrange a pris son marteau. Selon les termes exprès de la clause in terrorem de la fiducie irrévocable Eugène Dubois, les demandeurs ont perdu tout intérêt bénéficiaire. La requête en tutelle est rejetée et classée avec préjudice. Tous les actifs de la fiducie restent la seule propriété de Chloé-Marie Bernard.
Les demandeurs sont conjointement et solidairement responsables des frais de justice de la défenderesse et d'une sanction civile de 23 000 € pour dépôt de mauvaise foi. Le marteau a frappé une fois. Maître Roger Martin s'est affalé sur sa chaise comme si on lui avait retiré sa colonne vertébrale. Camille a laissé échapper un son à mi-chemin entre un hoquet et un sanglot. Maman s'est couvert le visage. Papa fixait droit devant lui, la mâchoire si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. Je suis resté parfaitement immobile pendant que la greffière me remettait l'ordonnance signée. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne s'est pas brisée. La juge m'a regardé une dernière fois. Mademoiselle Bernard, vous êtes libre de partir. Bonne chance. J'ai rassemblé mes classeurs, j'ai fait un signe de tête à Lucas, il m'a répondu, les yeux brillants, et je suis sorti de la salle d'audience sans regarder derrière moi. Dehors, le soleil s'était levé sur le massif du Sancy, brillant et froid, et complètement indifférent. La justice avait exactement le goût que grand-père avait toujours dit qu'elle aurait, silencieuse, définitive et méritée. 30 jours après le coup de marteau, les conséquences sont arrivées une par une, silencieuses et impitoyables. D'abord, la lettre recommandée de BNP Paribas, procédure de saisie immobilière sur le domaine de 80 hectares près de Clermont-Ferrand. Maman et papa avaient contracté un prêt hypothécaire inversé de 540 000 € au cours de la dernière décennie, pariant que la valeur nette continuerait de croître. Sans l'argent attendu de la fiducie, la banque a exigé le remboursement. La date de la vente a été fixée au printemps. Le mari de Camille a demandé le divorce la même semaine. Il s'est avéré que les 390 000 € de dette de carte de crédit voiture neuve, sac à main de créateur, cette rénovation de cuisine était à leurs deux noms. Il est parti avec seulement son camion et un dossier de crédit impeccable. Le chalet de Superbès a été vendu aux enchères pour moins que l'hypothèque restante. Elle a emménagé dans un appartement d'une chambre dans l'ouest de la ville et a pris un poste de réceptionniste à temps partiel dans une clinique dentaire. Lucas a reçu le courriel du bureau du trésorier en milieu de semestre, paiement des frais de scolarité refusés. Papa avait coupé les vivres. Mon frère a abandonné l'université Clermont-Auvergne, a fait ses bagages dans son pick-up et a pris un emploi de garçon de ferme à 50 km 10 soirs 10 € de l'heure plus une couchette dans un dortoir. Chaque dimanche soir, un nouveau texto apparaissait, « Je suis désolé, Chloé ». Je les lisais, puis je les laissais en « lu ». Les 3,4 millions d'euros de la fiducie, qui avaient un peu fructifié grâce à des investissements prudents, ont été transférés à la Fondation Eugène Dubois pour la neurodiversité le jour où la juge a signé l'ordonnance finale. J'ai rempli moi-même les documents pour l'association Loi 1901, me suis nommée directrice exécutive et j'ai défini la mission exactement comme grand-père l'aurait voulu, des bourses et un accompagnement pour les adultes autistes et neurodivers poursuivant des carrières en finance et comptabilité en Auvergne. Les 5 premiers bénéficiaires étaient déjà inscrits à des programmes de comptabilité en IUT, vivant de bourses qui n'étaient pas accompagnés de leçons sur ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas gérer. J'ai acheté une modeste maison de style auvergnat de 2 chambres sur l'avenue de Royat, revêtement bleu, un Porsche qui fait le tour, à distance de marche du centre-ville. Le jour de la clôture, j'ai accroché le vieux grand livre encadré de grand-père au mur au-dessus de mon nouveau bureau. Ma plaque a été installée le lundi suivant, Chloé Bernard, expert comptable diplômé, défense des intérêts fiduciaires et expertise comptable judiciaire. Mon tout premier client était un homme de 34 ans de Limoges dont les parents avaient tenté exactement la même manœuvre de tutelle. Nous l'avons déjoué en 42 jours. Maman a envoyé un courriel, objet vide. Chloé, ton père et moi avons eu tort. Nous avons laissé la peur et la cupidité prendre le dessus. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il y a un moyen pour que tu trouves dans ton cœur la force de me pardonner. Je l'ai lu 2 fois dans le calme de mon bureau, le curseur planant sur « Répondre ». Puis je l'ai fait glisser dans la corbeille et j'ai vidé le dossier. Le dernier message de Lucas est arrivé un jeudi soir. Juste une photo en pièces jointes, grand-père appuyé contre le vieux Peugeot, plissant les yeux au soleil, le bras passé autour de moi à 12 ans, tenant un grand livre comme s'il était en or. En dessous, 4 mots, je suis désolé, grande sœur. J'ai enregistré la photo sur mon téléphone, l'ai mise en écran de verrouillage pendant exactement 30 secondes, puis j'ai bloqué le numéro. Je ne les détestais pas. La haine demande une énergie que je n'avais plus à dépenser. Le pardon n'était pas dû, c'était un cadeau. Et ils avaient gaspillé chaque chance que je leur avais jamais donnée. Certains matins, je conduis jusqu'au domaine de 560 hectares, maintenant loué à un jeune couple qui m'envoie des rapports trimestriels et des chèques de loyer parfaits. Je parcours les mêmes lignes de clôture que grand-père m'a appris à lire, je sens le même vent qui soufflait dans ses cheveux blancs.
Et je sais exactement ce qu'il dirait s'il pouvait me voir maintenant. Il lèverait son chapeau, sourirait et me dirait que j'ai bien fait. Ça suffit. Je reçois encore des appels de gens de toute l'Auvergne, des voix calmes demandant s'il est vraiment possible de combattre sa famille et de gagner. Je réponds toujours de la même manière. Oui. Et vous ne serez pas seul. Parce que la petite fille qui alignait autrefois des voitures miniatures par taille de roue a grandi pour construire quelque chose de plus grand que la vengeance. Elle a construit une preuve. La preuve que le monde peut essayer de vous convaincre que vous valez moins, mais si vous conservez les preuves, au sens propre comme au figuré, un jour vous pourrez les leur rendre et voir toute l'histoire changer. Grand-père avait raison depuis le début. Je pouvais le faire, et je l'ai fait.